Bonjour, on va commencer. Donc, merci pour votre présence. Donc, l'objet est de vous parler du projet mutualisation de l'imagerie médicale en région centre et de son avancement. Donc, ce projet, sa genèse, elle est issue d'un programme STICPAX qui a été financé par la DGOS. Qui a permis de, dans un premier temps, réaliser un état des lieux en région en matière de PAX et puis de mesurer les besoins des établissements en vue de mettre en place un PAX commun. On a eu un véritable moteur grâce à l'implication des établissements de la région, notamment les plus importants que sont le CHU de Tours et le CHR d'Orléans. Mais les autres également se sont mis dans le mouvement et nous ont vraiment aidé à ce qu'il y ait une forte dynamique et aussi à ce que la définition des besoins, puis du cahier des charges, soit la plus pertinente possible par rapport aux usages que l'on attendait. Cette mobilisation est continue depuis le départ, c'est un point extrêmement fondamental pour ce projet. On avait évidemment aussi un volet économique en vue, et d'ailleurs médico-économique aussi, d'évaluation de ce dispositif. Sur l'aspect économique, on a aussi travaillé toute une évaluation, une pré-évaluation qui permettait aux établissements de se dire ça vaut le coup, oui, de passer sur la solution qui sera présentée au niveau régional, définie au niveau régional. Donc le projet MIR comporte, qui est né de cela, comporte 3 volets. Un volet PAX, donc fourniture d'un PAX, archivage externalisé, deuxième volet, et puis un troisième volet qui est le service d'échange et partage d'imagerie. On est venu parler de ce projet-là l'année dernière déjà, puisqu'en 2014, on a signé le contrat, le marché avec Carestream, et dans la foulée, on a pu avoir les premières signatures également côté établissement avec Carestream pour mise en place de PAX et ou d'archivage. En 2015, on a continué ce mouvement-là et puis on a commencé à initier la mise en œuvre du service échange et partage. C'est ce dont on était venu parler en évoquant notamment des aspects importants que sont le juridique, l'organisationnel. Le technique avait été présenté aussi, mais il y avait vraiment des aspects qu'on pensait intéressants à partager avec vous sur ces aspects-là. Aujourd'hui, notre solution est finalisée, d'échange et partage. On l'a testé techniquement parlant. D'un point de vue organisationnel, elle est également calée, juridique aussi. Nous avons eu l'autorisation de la CNIL, élément clé pour pouvoir mettre en œuvre en début d'année. Nous avons déjà 14 établissements qui ont signé, en fait, qui se sont engagés dans cette démarche. Alors soit pour avoir un PAX, un archivage ou l'échange et partage. On peut prendre en fait indépendamment l'une de ces 3 briques, ou les 2 ou 3, sachant que les 14 ont choisi l'échange et partage. Donc on sait qu'on a d'ores et déjà un potentiel de partage de 80% de notre cible de départ, à savoir à peu près 900 000 examens par an. Alors, oui. Les points forts donc, qui créent l'adhésion, il y en a un certain nombre qui sont donc d'abord la co-construction que j'ai évoquée tout à l'heure, avec les membres, avec les professionnels de santé concernés, et qui était vraiment, qui a toujours été centré sur l'adhésion. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de fonctionnel, d'un point de vue technique, organisationnel, tout ce qu'on veut, pour que derrière, d'un point de vue pratique, ça ne corresponde pas à ce qui est acceptable par les professionnels de santé. Donc on a toujours essayé d'avoir ça en ligne de mire. On a également une approche qui a été structurée par usage, c'est-à-dire qu'on a défini avec les professionnels qu'il y avait un certain nombre d'usages, comme la recherche d'antériorité, le partage de modalités sur plusieurs lieux, la diffusion vers la médecine de ville, le support aux réunions de concertation pluridisciplinaire, etc. Donc on les a pris
usage après usage, sachant qu'on ne les a pas encore tous traités. Par exemple, le support ORCP n'est pas encore opérationnel, de sorte d'avoir vraiment une structuration dans l'avancement du projet. On a bénéficié d'un financement régional qui n'est pas neutre, puisque le financement de cette brique échanger-partage par à la fois l'ARS et le Conseil régional, à travers des fonds FEDER, a vraiment facilité l'adhésion d'une part, et également la mise en place d'un cadre commun de pratiques, aussi bien pour les pratiques, mais aussi pour parfaitement respecter le cadre légal. Alors c'est un projet qui est à la fois structurant et évolutif, c'est-à-dire que, alors excusez-moi, je reprends mes notes. Sur l'aspect structurant, voilà, c'est une brique du cadre d'urbanisation régionale, donc qui est en tant que tel support d'un service, mais qui est aussi couche de transport de l'imagerie en région, et qui, pour cela, est interopérable. Par exemple, avec la télémédecine, l'outil de télémédecine que l'on a va se servir pour le transport de l'imagerie, par exemple pour une téléexpertise, du maillage et de l'échange et partage que nous avons mis en place. Il est évolutif dans le sens où ce que l'on a mis en œuvre à l'échelle régionale, pour un échange à l'échelle régionale, un simple paramétrage de façon schématique permet tout à fait demain d'adapter un périmètre différent, par exemple pour celui d'un GHT. L'aspect organisationnel aussi est souple, on le comprendra mieux, notamment si par exemple on va vers une simplification des aspects de gestion de consentement, il sera aisé d'intégrer ces éléments-là dans le modèle organisationnel. Je reviens juste sur deux points que je voulais citer sur les éléments forts de l'échange et partage, mais ça va être dit et mieux détaillé par Henri ensuite. C'est le maillage entre PAX, c'est-à-dire qu'on est capable d'interconnecter aussi bien du PAX Carestream que du PAX d'un autre fournisseur. Et puis le portage du GCS est également facilitant, puisque en centralisant à la fois la gestion et la responsabilité de ce service échange et partage, on vient faciliter la mise en œuvre de cet échange et partage. Donc je vais passer la parole à mes acolytes, donc Henri Bertrand qui est le chef de projet MIRC, et puis Didier Adel qui est notre assistant maîtrise d'ouvrage sur le sujet depuis le début d'ailleurs, qui vont vous faire le retour d'expérience sur les éléments dont je viens vous de parler. Alors bonjour à tous, Henri Bertrand, chef de projet MIRC au GCS Télésanté Centre. Donc là, Vincent Marcet vous a dépeint, on va dire, le contexte général du projet. On va vous donner un petit peu plus de détails et comment ça se passe en termes de retour d'expérience, déploiement, méthodologie et autres. Donc déjà sur le concept échange et partage. Comme le disait Vincent, la partie intéressante du concept, c'est que l'on est sur un maillage de PAX, c'est-à-dire qu'au sein des établissements, on vient connecter ce que l'on appelle un service access point, et cette connexion n'est pas liée au fait que ce soit un PAX Carestream ou pas, et n'est pas liée au fait qu'il y ait un archivage local ou pas des examens. L'objectif de ce maillage, c'est de créer ce que l'on appelle un annuaire de métadonnées. Donc sans vouloir trop rentrer dans la complexité des détails, métadonnées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de savoir quel examen a été produit et où, et n'importe quel CSAP de ce maillage sait quel examen a été produit et où. Ça ne veut pas dire que cet examen est accessible par tous n'importe comment, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, on n'est pas dépendant du fait qu'un établissement est souscrit à un archivage régional ou pas. S'il stocke ses examens chez lui, eh ben, on saura juste, tous les services access point du maillage sauront que tel examen sera stocké sur tel serveur dans tel établissement. C'est une des grandes forces du concept. L'autre chose aussi, c'est que on s'efforce en permanence de déterminer ce qu'on appelle l'optimum entre la performance de partage et la compensation de bande passante réseau. L'idée ici, ça n'est pas de demander à chaque établissement de se doter d'une super bande passante qui lui coûte très très cher. C'est d'arriver à un bon équilibre entre l'affichage des examens par rapport à ce qu'il doit souscrire en termes de bande passante.
On estime, et d'ailleurs on l'a vérifié, qu'à partir d'un moment où on a 4 mégabits par seconde qui sont dédiés à l'échange et partage, les performances d'un point de vue utilisateur d'affichage des examens partagés commencent à être satisfaisantes. Il est clair malgré tout qu'il y a un avantage pour les PACS qui fonctionnent avec du streaming, celui de Carestream le fait, c'est-à-dire que sur des examens lourds, entre 700 et 1000 images, scan et autres, le fait de pouvoir sélectionner la partie du corps qui vous intéresse en priorité et du coup ce soit ces images-là qui soient rapatriées en premier, forcément ça aide. Juste pour vous donner un exemple de performance mesurée, donc bien sûr, on n'est pas parti de ces performances-là au départ, mais on a optimisé au fur et à mesure et on arrivait à ce genre de performance de manière relativement uniforme. On était sur de la partage d'examens, donc on était sur des scans, donc des examens d'environ 700 à 1000 images, entre le centre hospitalier de Loches, qui n'a que 8 mégabits symétriques pour l'entièreté de l'établissement, c'est-à-dire pas pour les imageries, mais pour l'entièreté de l'établissement, et le CHU de Tours, bon, bien sûr avec plus de bandes passantes possible, qui avait jusqu'à 30 mégabits seconde dédiés à l'imagerie. On n'a jamais eu les 30, mais voilà, de toute façon, entre guillemets, le nœud était au niveau le goulot d'étranglement était au niveau du CH de Loches. On a fait le test pour accéder à des examens depuis les établissements sur le data center Carestream ou depuis le stockage tampon, parce qu'effectivement les services Access Point font aussi du stockage tampon d'examen, présent dans chacun des établissements. Donc accès data center, accès sur l'autre établissement en direct. Le temps d'affichage moyen qu'on a constaté pour la première image, c'est 6,5 secondes. Donc, bon, ce qui est d'un point de vue utilisateur accepté et acceptable. Ils n'ont pas l'impression que l'application tourne pendant des heures sans rien leur renvoyer. Le temps optimum constaté pour l'affichage de la première image a été de 4 secondes. Le rythme moyen de chargement des images, donc globalement 350 images minutes. Et l'optimum qu'on a pu constater, c'est 700 images minutes. Donc ça fait partie, une fois qu'on l'a recoupé avec le savoir et la manière de travailler des radiologues, de performances acceptables et satisfaisantes pour accéder à une antériorité. Si on compare ces performances avec le fait de demander à un collègue à distance de lui envoyer un CD, etc., on voit qu'on n'est pas du tout dans la même gamme de temps de réponse. Et même s'il y a entre 1 à 2 minutes d'attente par examen, ce sera toujours plus rapide que l'envoi d'un CD par une ambulance. Voilà, donc c'est un peu la manière dont c'est vu, et en tout cas perçu par les professionnels. Alors, modèle organisationnel et juridique. On a beaucoup de questions de nombreuses régions, puisqu'effectivement, on a eu la validation de la CNIL de la plateforme échange et partage, et cette validation, elle est liée à beaucoup de facteurs, à une conjugaison de facteurs, et la première étant la responsabilité unique portée par le GCS. Alors, responsabilité unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur une co-responsabilité entre établissements, on est vraiment sur un concept où il y a un porteur, entre guillemets, de la plateforme. Ça veut dire que quand un établissement veut rentrer dans le service échange et partage, il n'est pas obligé de faire du conventionnement en étoile avec tous les établissements, il suffit qu'il le fasse avec le GCS et il rentre dans échange et partage. Bien sûr, ce conventionnement avec le GCS est accompagné d'un certain nombre de directives à suivre, directives que l'on valide avec tous les établissements et aussi qui rentrent dans un cadre légal et de bonnes pratiques que l'on a défini en coopération avec un avocat conseil qui était Pierre Desmarais, qui nous a accompagnés sur ce projet sur la partie juridique. Responsabilité unique de traitement de données, ça veut dire aussi que le GCS est responsable de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on a mis en place des processus organisationnels qui nous permettent de remonter les demandes d'amélioration, des failles potentielles, personne n'est parfait, et surtout de la traçabilité de la manière dont le système est utilisé. C'est-à-dire que, et là-dessus je reviendrai par rapport à un point qui est plus loin, mais c'est-à-dire que tout est tracé. On sait en permanence qui accède quoi, de quel établissement et l'utilisateur nommément. Je reviendrai dessus après, à la rigueur sur la partie point clé modèle juridique. Les évolutions techniques, bien sûr, en tant que responsable de traitement de données et responsable de la plateforme, nous suivons les évolutions techniques, les mises à jour, et bien sûr les évolutions techniques qui sont liées à la mise en œuvre de nouveaux usages que l'on construit à chaque fois avec les établissements et structures de santé. En fait, dans les faits, ce qui se passe très concrètement, c'est qu'à chaque fois qu'on teste un usage au sein d'un établissement, et un usage qui a déjà été défini, il y a souvent d'autres usages qui nous sont remontés. Et en fait, on les répertorie, on essaye d'avoir une vue statistique de qui a besoin de cet usage-là, on le remonte, enfin on l'étudie déjà, on le remonte en comité de pilotage, et là c'est validé et priorisé pour les prochaines mises en place. Donc il y a quand même un processus de priorisation qui est là, c'est-à-dire tout le monde ne demande pas ce qu'il veut quand il veut, on essaye quand même de mutualiser un maximum.
Maintenant, les points clés du modèle juridique et organisationnel. Donc, pourquoi est-ce que la CNIL a validé notre dossier? Parce qu'on lui a présenté un dossier sous plusieurs aspects. On lui a parlé de la plateforme technique, de la manière dont elle était sécurisée, de la manière dont on traçait les choses, mais on a aussi parlé de comment est-ce qu'on allait faire en sorte que tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on leur a présenté le maillage des correspondants MIR qu'il y aura dans chaque établissement, leur rôle et responsabilités, la manière dont ils allaient participer à suivre, à faire le suivi des accès via la traçabilité, la manière dont ils allaient informer les utilisateurs de ce qu'ils pouvaient utiliser en termes de fonctionnalités, mais des contraintes qui allaient avec et de la responsabilisation qui allait avec. C'est-à-dire que on fait en sorte qu'en permanence tout le monde sache ce qu'il utilise, pourquoi il l'utilise, ça lui il le sait, mais surtout comment on va faire en sorte que nous on vérifie que ce soit utilisé de la bonne manière. Donc c'est pas une tentative de flicage, c'est juste qu'on sait que si on veut que ça fonctionne et que tout le monde se sente en sécurité en utilisant ce système-là, y compris que chaque établissement ait envie de partager, il faut qu'il sache qu'il y ait quand même quelqu'un qui vérifie que tout le monde joue bien le jeu. Et ça, c'est aussi une des bases qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est pas une question que ce soit GCA ou Sorout, mais il fallait que quelqu'un vérifie que le jeu soit bien joué par tout le monde. L'autre point clé de la validation CNIL, et ça a été quelque chose sur lequel on a eu beaucoup d'échanges avec eux, c'est comment est-ce qu'on s'assurait que les patients étaient bien informés de ce à quoi ils consentaient quand ils partageaient leurs imageries médicales. Et donc, aujourd'hui, la position de la CNIL qui ne valide des dossiers que par rapport aux lois existantes et pas par rapport à celles qui potentiellement pourraient arriver, même si on est au courant de l'évolution de la loi, bien entendu, et du fait que certains décrets auraient tendance à pousser le consentement plus sur une non-opposition qu'un consentement express, à aujourd'hui, c'est un consentement express. La loi, c'est ça. Donc, il a fallu qu'on fasse en sorte de simplifier au maximum tous ces processus-là, mais aussi qu'on se montre garant que l'on allait vraiment gérer ce process-là. Pour votre information, aujourd'hui, par rapport à toutes les choses que l'on a réfléchies, il y a, aujourd'hui et demain d'ailleurs, c'est en cours, une validation statistique de la manière dont les patients comprennent l'information qu'on leur donne et seraient prêts à signer leur consentement et les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas prêts à le signer et quelles informations il leur manquait pour pouvoir vraiment le signer. Donc on a vraiment poussé la logique jusqu'au bout. Concernant l'identito-vigilance, je vais en reparler un petit peu plus loin, mais ça a été aussi quelque chose sur lequel on a pas mal réfléchi et finalement on a préféré s'appuyer sur une identito-vigilance de chaque praticien qui d'une certaine manière participe au fait que le bon examen est partagé avec les bonnes personnes. Mais vous comprendrez mieux par après. Voilà, je vais vous passer la main, Monsieur Adel, pour que vous parliez de ce slide-là. Bien, je vais vous dire quelques mots de l'approche méthodologique qui a été suivie sur ce projet. Dès le départ, en fait, il y a un modèle qui a été déroulé. Comme l'a dit Vincent Marcet, ce projet a été issu d'un état des lieux qui a fait l'objet d'une étude. On a rencontré l'ensemble des établissements de la région qui étaient volontaires pour s'engager dans cette démarche. Et à l'issue de cette étude, on a vraiment débouché sur un cahier des charges qui visait les besoins principaux tels qu'ils sortaient de cette étude et non pas plaquer un schéma préexistant sur les besoins de la région. On a eu une planification de la mise en place, une phase de réalisation qui a inclus évidemment le choix d'un fournisseur. Et puis, on est maintenant depuis 2014 en déploiement continu. Vincent Marcet vous l'a dit, on en est à 14 établissements sur l'ensemble des services qui sont proposés dans le cadre du projet. Juste pour vous situer la cible, ce sont les établissements et les centres d'imagerie qui ont au moins une modalité d'imagerie en coupe, donc qui était vraiment la cible privilégiée. Et sur cette cible-là, on est à peu près à 80% de la production annuelle qui est accessible à travers MIRC. Indépendamment de ça, on a les antériorités de ces deux établissements qui représentent plusieurs millions d'examens qui sont déjà disponibles dans le data center. Aujourd'hui, et depuis le début, on a une gouvernance du projet qui est découpée en 3 niveaux.
une gestion opérationnelle du projet. Alors on va faire du bottom-up. Une gestion opérationnelle du projet qui associe le GCS, qui est maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage bien entendu, et le fournisseur depuis sa sélection. Cette gestion opérationnelle du projet, elle vise à accompagner vraiment toutes les phases d'implémentation en respectant le cadre qui est donné au niveau de la région. Tous les problèmes et tous les points qui sont à adresser d'un point de vue implémentation pratique sont discutés à ce niveau-là, mais l'arbitrage, évidemment, n'est pas rendu à ce niveau-là. Ensuite, il y a une partie qui est plus liée à l'expérimentation, à la mise en œuvre, dans laquelle sont associés, évidemment, les établissements. C'est à ce niveau-là que l'on voit, en particulier, toutes les discussions sur les cas d'usage dont parlait Henri Bertrand tout à l'heure. Donc c'est là où on se confronte au réel, où on regarde quelles sont les possibilités offertes par les outils, offertes par les processus qui sont déjà en place, et la nécessité de les faire évoluer ou de rajouter de nouveaux processus pour prendre en compte de nouveaux cas d'usage. Tout ceci donc fait l'objet d'une documentation à la fois technique, financière, organisationnelle, et est présenté en comité de pilotage où on va retrouver évidemment l'Agence régionale de santé qui participe au pilotage stratégique des projets en région, et où on va avoir une priorisation et une validation de la mise en place avec des allers-retours entre ces trois niveaux de façon à avoir une articulation entre, d'une part, l'implémentation au niveau du projet lui-même, mais aussi les coopérations et les interopérabilités à mettre en place avec les autres projets régionaux. On parlait de la télémédecine tout à l'heure, ça n'est un. Donc voilà l'approche méthodologique et la gouvernance qui a été mise en place et qui vraiment fonctionne depuis le début du projet et qui continue à fonctionner alors que l'on est maintenant dans une phase d'exploitation, plus vraiment de montée en charge, mais réellement d'exploitation, avec la possibilité d'adresser de nouvelles problématiques. On y viendra tout à l'heure, je ne vais pas en parler maintenant, mais d'interopérabilité à l'extérieur de la région, par exemple, donc qui sont traités dans ce cadre-là. Alors maintenant, on va vous donner des points un peu plus précis sur un certain nombre d'usages. On va zoomer sur la diffusion vers la médecine de ville et sur ce qu'on appelle la recherche antériorité. Avant d'aller là-dessus, même si une partie du discours a déjà été portée par Vincent Marcet, moi-même ou Monsieur Adel, les orientations générales dans ce que l'on déploie comme usage est la suivante. Donc la liste des usages, diffusion vers la médecine de ville, recherche antériorité, cela, vous allez avoir plus d'informations dans ce qui va suivre. L'interface que l'on a mis en place pour la télémédecine, Vincent en a parlé, les modalités partagées aussi. Les petites nouveautés sont les partages par communauté réduite. Donc ça, c'est clairement en anticipation de la mise en place des GHT, on commence à y réfléchir. Il faut attendre de voir comment la loi évolue, il faut attendre de voir ce que les décrets vont dire, mais a priori, ce serait le principe que un examen produit dans un établissement serait mis à disposition des établissements qui font partie du même GHT. Ce sont des choses que l'on vérifie pour l'instant. Juridiquement, c'est pas si simple que ça, mais c'est des choses qu'on regarde aussi. On regarde aussi en parallèle la compatibilité DMP-MSS, c'est-à-dire la possibilité de déposer des liens vers de l'imagerie dans le DMP ou l'envoi via MSS. La complexité aujourd'hui, c'est que le DMP doit encore évoluer pour se faire. Néanmoins, ce sont des choses qu'on surveille. Et certains établissements réfléchissent au DMP comme aussi une possibilité de partage d'informations au sein des GHT. Voilà pourquoi on y réfléchit. Et le dernier, tout ce qui est RCP. Donc ça, c'est aussi en cours d'étude pour l'instant, à savoir comment est-ce que MIRC pourrait aider à porter les images dans le cadre des RCP et à donner des liens vers les images. Ce que l'on essaye de viser, donc on fait au mieux, des fois c'est pas parfait, mais on fait au mieux, c'est tout ce qui est proximité avec l'utilisateur d'un point de vue pertinence de ce qu'on lui propose et performance. C'est-à-dire que chaque usage que l'on crée
Avant de le valider ou pour le valider, on l'expérimente sur site, on regarde le retour des professionnels, on écoute ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qu'il faudra améliorer. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà parce que, ok, on essaye de bien faire. Pour autant, c'est aussi une manière pour nous de réduire la charge qu'il va y avoir derrière en termes d'accompagnement en développement de l'usage. C'est-à-dire que quelque chose qui est pensé par les professionnels et répond à leurs besoins va se déployer beaucoup plus facilement que quelque chose qui est poussé sur leurs épaules sans vraiment leur avoir demandé leur avis. Et donc, c'est quelque part, on sait que c'est aussi un catalyseur qui va aider le développement des usages. Nous, ce que l'on apporte comme valeur, ce qu'on essaye d'apporter comme valeur ajoutée aux établissements et structures de santé, c'est aussi formaliser les méthodologies, c'est-à-dire que les usages, chacun, parce qu'ils sont relativement différents, se déploient de manière différente. La diffusion vers la médecine de ville ne se déploie pas du tout comme la recherche antériorité. C'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas la même masse d'interlocuteurs, c'est pas la même maturité d'interlocuteurs. Donc pour chaque usage, on crée une méthodologie. Je vous expliquerai après comment on la publie, mais que l'on publie vers les établissements qui souhaitent déployer des usages. Bien sûr, nous en face, au niveau du GCS, on dédie des ressources au support utilisateur. Je reviendrai dessus après par rapport au zoom qu'on fera sur les usages. Et on accompagne aussi les établissements, une fois l'usage déployé, d'un point de vue technique, à la montée en puissance de l'usage en lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, on ne dit pas au revoir, merci, débrouillez-vous. On fait en sorte de suivre l'usage et de faire en sorte qu'il y ait vraiment de l'usage. C'est-à-dire des formations régulières, de la communication régulière, répondre aux questions. Ça veut dire aussi récupérer les demandes d'amélioration et les traiter dans le processus, priorisation, validation et autres. Que les utilisateurs se sentent entendus aussi. Alors, diffusion vers la médecine de ville. Donc, je vais essayer d'être relativement concis, mais aussi relativement clair sur ce que ça veut dire. Donc, diffusion vers la médecine de ville, c'est rendre accessibles les examens qui sont produits au sein des établissements, centres hospitaliers, structures de santé privées et autres, aux médecins de ville. La spécificité de cet usage, c'est qu'en fait, le patient est porteur de son consentement. Alors, pourquoi est-ce qu'il est porteur de son consentement? C'est parce qu'au moment où il passe son examen au sein du centre hospitalier ou du cabinet de radiologie, à sa sortie, on lui remet un code de partage. Et ce code de partage, quand il le remet à son médecin de ville, ça permet au médecin de ville, via sa carte CPS, donc on est sur une dose d'authentification forte, d'accéder au Viewer CareStream, qui pointe directement sur le data center CareStream, ce qui fait qu'avec un simple code de partage, le médecin de ville peut accéder à l'imagerie du patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un code de partage au niveau patient, pas au niveau examen. C'est-à-dire que quand le patient donne son code de partage, le médecin qui a le code de partage peut accéder aux examens, celui qu'il a demandé en l'occurrence, mais aussi aux antériorités. Le bénéfice pour les établissements qui mettent en place la diffusion vers la médecine de ville, c'est l'amélioration de leur relation ville-hôpital et bien sûr, faut pas oublier ça, la réduction des coûts de production de films et CD à terme. Donc il faut le temps que l'usage se démocratise, que les médecins de ville s'habituent, que les patients s'habituent aussi, mais à terme, ça veut dire que potentiellement, il y aurait une forte réduction de ces coûts-là pour les établissements. Le statut de cet usage-là, c'est qu'il a été expérimenté et optimisé en 2015, que le déploiement au niveau du CHR d'Orléans, parce que ça a été développé en partenariat avec le CHR d'Orléans, CareStream et CareStream bien sûr, donc est lancé. On a 2 établissements qui sont en cours de paramétrage. Tout ce qui est méthodologie de déploiement et d'accompagnement est formalisé. La majorité des établissements producteurs qui sont engagés dans la démarche échange et partage, à savoir 14 aujourd'hui, sont intéressés par cet usage-là. Et pour en revenir au maillage de PACS, en fait, si ça consiste à simplement paramétrer quelques petites choses, bon là ça c'est trop technique, je vais pas aller dessus, mais en fait c'est juste un paramétrage sur le service Access Point et c'est ouvert. Là par contre où il faut qu'on accompagne les établissements pour le faire, c'est que il y a quand même un point d'attention organisationnel pour les établissements producteurs. Alors quand c'est un patient externe, c'est facile, il vient, il passe son examen, il repart avec son code. Quand c'est un patient qui est hospitalisé, il faut arriver à articuler la remise du code au patient avec le processus de sortie, le protocole de sortie. Donc c'est là où il faut malgré tout bien faire en sorte que tout le monde comprenne quel document doit être donné au patient et à quel moment. Le retour d'expérience que l'on a sur cet usage de par le CHR d'Orléans, et d'autres régions aussi pour le coup, mais le CHR d'Orléans, c'est que c'est facile à utiliser pour les médecins de ville, tout simplement parce qu'il y a une compatibilité entre les cryptolignes nécessaires pour l'authentification avec celle d'Amélie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas potentiellement besoin d'upgrade pour que le médecin de ville puisse de l'extérieur, via sa carte CPS, accéder au Viewer CareStream. L'autre retour que l'on a, c'est que un spécialiste qui va avoir demandé un examen à son patient
et son patient revient avec le code de partage, va aussi avoir accès aux antériorités, ce qui lui permet des comparaisons faciles et un meilleur suivi de la pathologie. Et le viewer est fait pour ça aussi. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est les retours que l'on a. Voilà. Donc c'est sur cet usage-là. C'est pas forcément celui dont on voulait plus le parler, parce qu'il a déjà été présenté l'année dernière. Celui qui est demandé par tous les établissements et qui nous a demandé beaucoup de travail, vous allez voir pourquoi, pour arriver à quelque chose d'extrêmement simple, c'est l'accès aux antériorités. On a deux méthodes d'accéder aux antériorités. Je vais vous parler que de celle qui sera la plus utilisée. Alors la première, c'est ce qu'on appelle le rapprochement certain. Le rapprochement certain, ça veut dire qu'on a un serveur qui va faire de la réconciliation d'identité, pas de la fusion, de la réconciliation d'identité, basée sur l'identifiant national, qui est NSC, qui sera peut-être NIR demain, plus les traits communs du patient. Cela veut dire qu'on saura par ce rapprochement fait de manière automatique, mais très très verrouillé sur le nombre de traits, c'est-à-dire que finalement on aura peu de rapprochement du fait qu'on est tellement exigeant sur le nombre de traits équivalents qu'il y en aura peu, mais permettra de rapprocher les examens et de faciliter l'accès des radiologues à 2 tours par exemple, qui va vouloir accéder à l'antériorité de Blois. Maintenant, d'un point de vue plus terrain, qu'est-ce qui va être plus utilisé et mieux fonctionner? C'est ce qu'on appelle la recherche élargie. La recherche élargie, le principe, c'est que, basé sur un contexte patient, on va aller rechercher des identités équivalentes pour des patients qui ont passé des examens au sein d'autres établissements. Et on va calculer une distance entre les traits qu'on a là dans l'établissement qui a besoin des antériorités et les traits du patient qui ont été enregistrés dans l'établissement qui l'a produit. Ça va nous permettre de ramener un certain nombre d'examens aux praticiens qui demandent l'antériorité, mais en s'inspirant d'un contexte patient qu'il a en face de lui dans son PACS. Vous comprendrez mieux avec les copies d'écran après. Les spécificités ici, c'est que pour l'instant, on a besoin d'un consentement express du patient pour que ces images soient partagées au niveau régional et accessibles de cette manière-là. Et l'identitovigilance s'appuie sur le praticien. Encore une fois, les copies d'écran, vous verrez après, vous comprendrez mieux. Le bénéfice pour l'établissement, c'est l'accélération et l'amélioration de la prise en charge. Le statut, c'est que l'expérimentation et l'optimisation de l'usage ont été faites en 2015-2017 sur site avec des praticiens qui l'ont validé aussi, qui l'ont vu. La validation de l'usage est finalisée, la méthodologie de déploiement et d'accompagnement est formalisée. Tous les établissements, vous comprendrez bien, sont intéressés par la mise en place au plus vite de cet usage-là. Le retour qu'on a tiré de l'expérimentation que l'on a faite, c'est que le contexte patient, ou partir d'un contexte patient pour faire une recherche d'antériorité, ça peut être vu au départ comme une contrainte par les praticiens parce que, de manière générale, et d'autres autorités de tutelle, à certains moments, pensaient aussi à cette solution-là, consisterait à créer un puits au sein de la région centre avec tous les examens de tous les établissements dans lesquels les praticiens iraient piocher ce qui les intéresse. Bon, le problème, c'est que ça ne cadre pas du tout avec la partie légale. La partie légale dit qu'une recherche d'antériorité doit se faire dans le cadre d'une prise en charge. Et le meilleur moyen que ce soit fait dans le cadre d'une prise en charge, c'est de partir d'un contexte patient qui est en face de vous. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi c'est clé pour l'utilisateur? Parce qu'on a réussi à leur prouver que cette contrainte de partir d'un contexte patient nous permettait de faire une recherche d'un point de vue système en 3 clics au lieu d'une saisie de texte, de nom, de trait d'identité par eux, tout simplement. Pour tout ce qui est nécessité d'accompagnement du GCS au développement de l'usage, c'est à peu près la même chose que pour la médecine de ville. Il y a certaines spécificités, il faut que tout le monde les comprenne l'intérêt aussi d'utiliser cet usage-là, pourquoi, etc. Donc ça, c'est relativement classique. Et donc, je vais passer au slide suivant, pas comme ça, qui va être beaucoup plus explicatif. Vous êtes au sein de votre PACS. Ça, c'est le contexte patient et l'image du patient que vous venez de faire. Donc, vous venez de procéder à un acte d'imagerie. Tout ce que vous avez à faire, et je suis désolé, j'ai pas accès à la souris, mais c'est pas grave, c'est d'aller cliquer sur le bouton que vous voyez où il y a marqué application qui est orangé. Donc, c'est un simple clic. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une fenêtre, le radiologue a une fenêtre qui apparaît devant lui avec une liste d'examens et bien sûr tous les traits d'identité qui correspondent à cet examen. Et bien sûr, celui qui est en première ligne est l'identité la plus proche, et celle en dernière ligne, l'identité la moins proche. Basé sur ces informations, le radiologue va décider s'il prend l'examen en compte. Déjà, si c'est la même personne, parce qu'il peut parfaitement poser la question à son patient, êtes-vous bien la personne qui a passé tel examen à tel endroit, en tel établissement, etc. Et basé là-dessus, il a juste à sélectionner l'examen, faire un simple clic sur Add Image, qui est en bas, le petit bouton qui se voit pas très bien, mais qui est en bas de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, tous les examens des antériorités apparaissent en bas et il n'a plus qu'à les sélectionner. Voilà.
Donc ça a l'air simple comme ça, mais on a passé beaucoup de temps pour rendre ça aussi simple, et c'est ça qui fait que ça plaît. Donc effectivement, de prime abord, quand vous commencez à expliquer qu'il y a un contexte patient comme contrainte, ça effraie tout le monde, et quand vous expliquez que ce contexte patient permet de récupérer les antériorités en 3 clics, quand elles existent bien sûr, là directement les boucliers se lèvent. Et encore une fois, ces choses-là, on les a construites parce que déjà, on avait un industriel qui nous suivait, à savoir Carestream, pour construire ce genre de solutions-là, qui nous aidait à réfléchir aussi, MBA Consulting aussi. Mais on avait des praticiens qui ont joué le jeu, parce que quelque part, pour un établissement, la recherche antériorité, ça veut aussi dire du nomadisme patient, mais ils ont quand même joué le jeu. Justement pour en arriver à une simplicité pareille. Et là aujourd'hui, quand on allie ce genre de démonstration au temps de réponse qui sont, c'est pas de l'immédiateté mais de la quasi-immédiateté, on se rend compte qu'ils comprennent directement l'intérêt qu'il y a à utiliser ce genre de solution plutôt que d'appeler le petit copain pour avoir les images sur CD au bout d'1 ou 2 jours, voire une semaine quand ça prend du temps. Voilà, c'est grâce à ça, quelque part, que ça se vend bien et que tous les établissements, quand ils le voient, sont intéressés par la solution. Alors maintenant, là, ce qui est compliqué dans ce genre d'initiative, c'est qu'il faut être sûr que tout le monde a le même niveau d'information au même moment. Donc on a beau aller voir les établissements, partager la documentation avec eux, passer du temps avec eux, on est quand même arrivé à la conclusion que le meilleur moyen de communiquer, c'était aussi un site web, et surtout et principalement un site web. Donc un site web qui va comprendre un espace public où on va avoir de l'information générale en direction des professionnels, mais aussi des patients. Pourquoi ? Parce que les patients, quand ils donnent leur consentement, ils ont le droit de savoir quelle est la liste d'établissements qui va être amenée potentiellement à partager leurs examens, et bien sûr les professionnels au sein de l'établissement. Et surtout, le plus important, c'est que tous les établissements, ceux qui sont engagés et ceux qui ne le sont pas, doivent comprendre en permanence qui est en train de déployer quel usage à quel endroit. Parce que le principe de échange et partage, c'est simple, c'est qu'on n'échange pas tout seul, et si on ne sait pas comment le voisin fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire non plus. Et donc le fait de parler par cartographie, ça permet aux patients de comprendre quels usages sont en place, et est-ce que typiquement diffusion vers la médecine de ville, je peux repartir avec mon code ou pas. Et ça permet à un établissement de savoir si, vu qu'il travaille beaucoup avec son voisin s'est lié et est rentré dans la démarche, et du coup, s'il va pouvoir retrouver les antériorités des patients qu'il partage. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est pour la partie publique. L'espace privé, c'est plus l'espace dédié à ceux qui se sont engagés ou veulent s'engager. Donc là, c'est un espace où on va expliquer toute la documentation sur le marché, comment on devient adhérent du marché. Il faut savoir que les membres du GCS Télésanté Centre accèdent de droit au marché. Ceux qui ne le sont pas peuvent y accéder malgré tout et devenir adhérents sans forcément devenir adhérents du GCS. On explique les procédures d'engagement, les procédures de mise en place, le suivi que Carestream va mettre en place aussi pour le déploiement. On va parler des détails des usages et des méthodologies de déploiement. Donc il faut savoir que ce site web est en construction, il est bientôt prêt. Pour ceux qui ont reçu et qui sont enregistrés à cette session Agora et qui ont laissé leur adresse email, ils feront partie de ceux qui recevront l'email qui annoncera la création du site. L'avantage certain d'un site web, c'est quoi ? C'est que la documentation est centralisée. On minimise la distorsion dans les messages, très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, des fois justes, des fois fausses. Là, au moins, on sait qu'on a un endroit où on trouve l'information. Et bien sûr, quand on met à jour, parce qu'on met très régulièrement à jour, que ce soit le catalogue de services, que ce soit beaucoup de choses, au moins c'est centralisé, tout le monde y a accès au même document, la même version. L'autre chose en termes de communication que l'on a commencé à mettre en place au départ pour les établissements de la région centre, mais qu'on va élargir maintenant, c'est qu'on souhaite baser la crédibilité du programme sur des démonstrations de mise en œuvre sur site. Il n'y a pas meilleur moyen pour convaincre les réticents ou ceux qui n'y croient pas de voir que ça marche. Donc en fait, là aujourd'hui, maintenant qu'on a validé les usages comme il fallait, on va faire en sorte, pour les établissements de la région centre, mais aussi pour les régions au territoire extérieures à la région centre, qui souhaitent voir comment ça marche, des démonstrations sur site pour qu'ils le voient. Bon, sous certaines conditions, c'est pas complètement ouvert, mais voilà, on va mettre ça en place. Et en termes de déploiement, on va dans les prochains mois mettre un focus sur la diffusion vers la médecine de ville et la recherche antériorité que vous venez voir. Et donc ce sera le déploiement de tous les établissements qui sont engagés sur les prochains trimestres qui viennent, maintenant que c'est validé, sachant que la diffusion vers la médecine de ville a déjà commencé. Bien sûr, il y aura un accompagnement du GCS et des réunions de suivi de déploiement par bassin, du support à la mise en place, méthodologie et autres, tel que ça se fait de manière classique pour toute plateforme régionale et usages régionaux. Voilà.
Vincent. Juste pour terminer, donc notre solution, notre dispositif est un système ouvert. C'est-à-dire que, bon, d'une part, notre géographie nous l'imposait. On est au milieu d'un certain nombre d'autres régions. Et d'autre part, notre philosophie n'est surtout pas d'être un îlot, fonctionnel certes, mais non connecté. Donc on a pensé notre modèle pour qu'il soit, en gros, adapté à l'interrégionalité, qu'il soit capable de portage. Cela repose sur le concept de maillage des PAX dont on vous a parlé déjà plusieurs fois, et également sur le fait d'avoir pensé le modèle organisationnel et juridique dès le départ pour intégrer ces dimensions-là. Ça signifie qu'on est en capacité de répondre aux besoins d'interrégionalité, les relations avec les régions limitrophes dans les deux sens, et également pour faciliter cette interrégionalité ou ces interconnexions, capable de proposer un portage du modèle, aussi bien sur une échelle régionale ou territoriale. On a d'ailleurs des sollicitations, des échanges avec des régions sur ces sujets déjà engagés. On sait comment y répondre, ça se construit, c'est ce qu'expliquait Henri, hein, il y a un aspect contexte assez important. Mais en tout cas, on est en capacité d'accompagner sur ces deux aspects-là, de sorte d'arriver à s'interconnecter ensemble aisément. Voilà. C'est une ouverture en forme de clôture, on pourrait dire ça comme ça. On a terminé la présentation. Si vous avez quelques questions, on est à votre disposition.